Et on va partir tout de suite sur le terrain puisque le reportage de ce 12-15 est tourné au plus près de la ligne de front. Bonjour Marianne Kozonov, bonjour également à Éric Josset qui vous accompagne. Vous avez pu suivre une brigade d'artilleurs ukrainiens dans le Donbass. On est très précisément à Siversk, on est à 3 km du front. Et on va le voir avec vous, on vous reprend juste après. Le manque de munitions a beau être criant face à un déluge de feu russe. Les Ukrainiens que vous avez pu rencontrer, ils continuent de tenir bon. On regarde votre reportage et on vous reprend après. Il est 4 heures du matin. On se rend sur ses positions de préférence la nuit pour ne pas attirer l'attention des Russes. Ils sont 5 dans cette brigade d'artilleurs située à 3 km du front. Ici, aucun répit. C'est constamment, 24 heures sur 24. J'ai le talkie-walkie en main. Entre chaque tir, ils vivent dans cet abri de 12 mètres carrés. Des rotations de 5 jours, éprouvantes moralement et physiquement. On ne dort jamais d'une seule traite, le sommeil est fractionné. On est toujours en alerte. Il faut tout le temps tout surveiller. Quand on est en action, on ne dort pas du tout. Ici, ce ne sont pas les munitions qui manquent le plus. Ce qui me manque le plus, c'est le silence. Quand on n'entend que des détonations, avec des explosions tellement fortes, des obus de calibres différents qui arrivent, quand tout cela cesse, ce silence est presque assourdissant. Le canon juste derrière moi peut effectuer jusqu'à 200 tirs par jour, les jours de grande intensité. En moyenne, ça va entre 20 et une centaine de tirs. C'est quand ils opèrent près du canon qu'ils courent le plus grand risque, celui d'être repérés par des drones. Barrez-vous. Bien reçu. À l'abri, courez. Des hommes fatigués, mais dont le moral est resté intact. On est toujours motivé par ce travail. On sait pourquoi on est là. La brigade est déployée à différents endroits sur ce front. À 15 minutes de là, une autre position. Le ciel s'est dégagé, les artilleurs entrent en action. Et ce silence qui manque tant à Kostia revient. Sans doute pas pour longtemps. On vous retrouve, Marianne Kozonov et Éric Josset qui vous accompagnent. Exceptionnel reportage et criant de vérité. Alors, outre ce qu'on a l'habitude de dire et parler du courage, de la détermination des Ukrainiens, la réalité sur le terrain semble quand même très très compliquée face à des Russes présents, bien armés et qui n'hésitent pas à utiliser hommes et obus un peu n'importe comment. Oui, ça frappe beaucoup dans cette région qu'est le Donbass. Et c'est vrai que ces hommes, ils vivent sur le front. On en a rencontré à la fois à Siversk, le reportage que vous avez vu, et à la fois dans la forêt de Kremina, qui est pas très loin de là. Et en fait, ils nous disent tous qu'ils vivent dans des conditions absolument épouvantables. Ils sont mobilisés pour certains depuis le début de la guerre. Et puis il y a le manque de munitions aussi. Alors là, à Siversk, les artilleurs ne manquaient pas trop de munitions, ils nous disaient. Mais dans la forêt de Kremina, où nous sommes allés également, et bien là, ils vous disent qu'il y a un tir ukrainiens pour 10 tirs russes. Et ils arrivent à tenir, en fait, parce qu'ils sont en position de défense. En position de défense, c'est 1 contre 5 et ça peut tenir. Et puis, dans la forêt de Kremina et même là où il y avait les artilleurs, c'est compliqué pour les chars d'accéder parce que, bien sûr, les routes sont impraticables, c'est de la boue, donc il n'y a pas d'engin lourd. Donc ils arrivent à tenir. Mais c'est vrai que on a envie de dire ce qui les fait tenir le plus, en fait, c'est la motivation. Moi aussi. Merci beaucoup, Marianne. Merci à Éric Josset qui vous accompagne. Dans ce qu'a dit Marianne, alors, il y a un truc qui est absolument incroyable, outre le manque de munitions, on va y revenir, c'est des hommes qui sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Mais c'est juste pas possible. Quand Zelensky veut pas prendre la décision pour pas froisser les Ukrainiens de faire une rotation, ce que lui demande d'ailleurs et les familles ukrainiennes et son chef des armées, c'est quand même dingue. Ils vont tenir combien de temps comme ça ? Alors, il y a deux choses, moi, qui me surprennent. La première, c'est que la première phrase de votre correspondante là-bas, c'était que les artilleurs étaient à 3 km du front. 3 km du front, c'est pas beaucoup pour l'artillerie, parce qu'on n'est pas loin des unités de mêlée.
Ceux qui sont en face, c'est pas les canons russes, ce sont les fantassins et les chars, vous voyez, qui sont sur le front. Or, l'artillerie contre des chars ou des fantassins qui se présentent devant elle, elle est très très démunie, elle ne peut pas tenir longtemps. Donc il y a quand même une exposition au risque s'ils sont aussi près de la ligne de front. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'artillerie, c'est la reine des batailles dans une guerre figée comme ça. C'était le cas en 14-18, et c'est redevenu le cas maintenant sur ce front-là, parce que c'est en écrasant l'adversaire, en lui faisant baisser la tête, en détruisant ses canons, qu'on va prendre le dessus. Et ici, effectivement, troisième remarque, c'est le rapport de force qu'on nous signale. Alors, donc, on disait qu'à 5 contre 1, on peut encore tenir, à 10 contre 1, on ne tient plus. Ça, effectivement. Et donc là, on a un vrai problème. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème de munitions, c'est ce qu'on nous dit ici que c'était plutôt un problème de silence, mais bon, jusqu'à un certain point. Alors, sur le fait, quand même, le ratio de ce que nous a dit Marianne, le général vient de dire un tir ukrainien, 10 tirs russes en face. Pour les tirs. Alors, mais elle disait que quand même... pour le nombre de canons, il y a suffisamment de munitions. C'est ce que j'ai compris. Oui, ça paraît qu'il n'y a pas assez de canons. C'est ça. Mais dans la forêt de Crimina un peu plus haut, elle nous disait que là, le manque de munitions se faisait sans. Oui, alors voilà. Alors peut-être qu'il y a des endroits qui sont plus démunis que d'autres. De toute façon, les Ukrainiens sont dans une position très difficile ici. Il faut pas se le cacher. Et le fait que, vous savez, pour soustraire les moyens d'artillerie à ce qu'on appelle la contre-batterie adverse. Parce que, évidemment, chaque partie cherche à détruire l'artillerie de l'autre. Et donc, pour se protéger, l'artilleur, il y a 2 solutions. Soit le mouvement, et en général, c'est ce qu'on fait dans les guerres de mouvement. On tire, avec le César notamment, et 2 minutes après, on est parti. Donc, si l'adversaire a repéré l'emplacement, soit par un radar de trajectographie qui restitue les positions à partir de l'étude de la trajectoire, soit à partir d'un drone, bon, on est parti, on s'est camouflé, on a protégé son matériel, on l'a sauvegardé pour le coup d'après. Si c'est pas le cas, comme ici, on a vu que les canons étaient enterrés. Donc on est presque dans de l'artillerie de forteresse sans la forteresse. Vous voyez. Donc si jamais un drone voit et décèle une position de batterie comme ça, ils peuvent s'attendre à prendre une dégelée de munitions d'artillerie sur eux dans les 5 minutes qui suivent. Revenons quand même sur ces hommes qui sont là depuis le début de la guerre, qui ne reviennent pas, qui sont au combat. Terme, hein, effectivement, c'est la. Mais déjà, on se demande même si je ne suis pas un spécialiste, c'est comment ils font encore pour tenir, pour être au fond, pour être efficace quelque part. Non, mais non seulement il y a ça, mais il y a un élément dont on ne parle pas, mais qui est capital dans la vie des soldats, c'est le nombre de leurs camarades qui ont été tués et blessés. Ils n'y font pas référence, mais il faut réaliser ce que c'est d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire quand vous avez vu depuis presque 2 ans autant de vos camarades morts ou blessés, vous imaginez la charge d'un point de vue psychologique pour tenir. Et en plus, comme il n'y a pas de relève, ça veut dire que vous devez, vous, absolument résister. Mais ça signifie aussi que Volodymyr Zelensky, on va sûrement parler de, effectivement, ses paroles de sur sa longue interview à la RAI, oui, vous avez raison. Mais il va falloir qu'il trouve une solution pour qu'il y ait une relève, parce qu'effectivement, entre le manque de munitions et le fait de rester aussi longtemps sur le front, il y a un moment où les hommes craquent. C'est pas possible de tenir aussi longtemps comme ça. Ces hommes-là, ces artilleurs, ce sont des techniciens, donc ce sont des spécialistes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une formation particulière pour pouvoir mettre en œuvre de manière efficace les matériels qu'on leur confie. Alors qui en plus sont de provenance variée, puisque l'armée ukrainienne fait de briques et de broc, ce qui peut peut-être expliquer une partie des disparités entre les munitions des uns et les munitions des autres. Ça peut simplement ne pas être le même calibre et les stocks ne sont pas les mêmes. Mais cette problématique des réserves, elle est fondamentale et elle est d'autant plus complexe pour toutes ces capacités techniques. Il y a les artilleurs, alors il y a les pilotes de drones aujourd'hui, parce que c'est devenu une ressource rare et que semble-t-il, les Russes essayent de cibler de manière évidemment plus particulière, les conducteurs de chars, etc. Tout ça, c'est à chaque fois des formations spécifiques, donc c'est toute une logistique humaine qu'il faut être capable d'organiser. Et plus la mobilisation ukrainienne traîne, plus cette logistique-là risque de se gripper parce qu'il y aura des techniciens qui vont manquer et donc il y aura des unités qui auront peut-être le matériel mais qui n'auront plus les hommes formés pour le mettre en œuvre, par exemple. C'est un vrai problème, cette mobilisation, même Gallagher.
Non, je suis marqué en fait par les yeux de cet homme qui est interviewé par Marianne Kotonoff et Éric Josset, parce qu'on ne voit pas son visage, mais on devine son âge, rien qu'à ses yeux, et on devine aussi un visage qui est peut-être plus jeune qu'on ne le pense, mais qui est vieilli par l'épuisement et le harcèlement. Et ce qui est très intéressant, et remarquez que le général a repris le terme, de quoi est-ce qu'il parle, de quoi est-ce qu'il a envie? Il ne vous parle pas de victoire, il ne parle pas de libération, il veut du silence. Du silence, ouais. Vous savez pourquoi? Parce que l'artillerie, surtout dans les quantités industrielles que les Russes font pleuvoir sur les Ukrainiens, c'est harcelant, c'est épuisant. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous vous crispez, de jour comme de nuit, ils dorment très peu. Au bout d'un moment, votre niveau de vigilance et d'alerte baisse. Vous n'en avez presque plus rien à faire, mais vous ne pouvez pas empêcher votre corps, votre biologie, votre instinct de survie de réagir. Et ça vous tend. Et c'est ça qui vous vieillit et qui vous épuise, mais vraiment au sens physique et psychologique. Et ce qui est très intéressant, et j'en terminerai par là, c'est que vous allez l'entendre, ce terme, dans la bouche de Zelensky. Tisha. Le silence. Il parle désormais beaucoup du droit des Ukrainiens au silence, Zelensky. Parce qu'il a compris cette demande, et je pense que quand il va sur le front, et il y était ce week-end, il était à Robotyne. Là, vous êtes vraiment, je veux dire, sur la ligne 0, vous êtes la ligne de contact. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est très impressionnante. Et c'est un terme qui revient beaucoup dans la bouche des soldats et dont parle désormais Zelensky. Vous allez l'entendre en ukrainien, le terme tisha, le silence. Et il fait le lien justement entre lui, en l'occurrence, ce droit au silence, c'est que les Russes dégagent et qu'on puisse, nous, Ukrainiens, être à nouveau... Et en droit symbolique, à Robotyne, là où avait commencé cette contre-offensive, on s'en souvient.